Medlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. C'est tout particulièrement à travers Nicolas Machiavel, haut fonctionnaire de la République de Florence, très subtil en même temps qu'observateur très perspicace, que s'est imposé définitivement dans les arcanes de la haute politique, ce qui allait devenir l'esprit même des pratiques, des protocoles et des échanges dans les relations entre nations. Machiavel est surtout connu pour son ouvrage Le Prince, Il Principe, un petit livre de conseils politiques qu'il donne à son souverain Laurent II de Médicis. Un livre jugé immoral, d'un réalisme qui frise le cynisme, débarrassé de tout état d'âme et qui n'a d'objectif que de fixer la pensée politique, non pas seulement dans sa vision première, une gouvernance optimale pour le bien des gouvernés, mais plutôt, surtout, dans l'application quasi obsessionnelle de garder le pouvoir et de préférence de l'étendre, quel qu'en soit le prix que les autres doivent payer. Une vision monstrueuse de la politique, qui ne tient aucun compte du bonheur des peuples, seulement focalisée sur le seul gouvernant, le prince, le seul et le premier qui compte. Machiavel allait entrer dans l'histoire de cette vision politique au point de donner son nom à un néologisme, le machiavélisme, l'emploi sans état d'âme de la mauvaise foi, de la ruse, du mensonge pour tromper l'ennemi qu'est le peuple. Pourtant, Machiavel devrait être plus connu pour d'autres parmi ses grandes qualités qui sont malheureusement restées dans l'ombre, notamment parmi ses correspondances privées et ses correspondances officielles du temps où il exerçait les fonctions de diplomate de la République florentine auprès de la France, de l'Allemagne et de la papauté. Des correspondances qui nous révèlent un tout autre Machiavel, où il livre ses impressions intimes sur ses relations diplomatiques, sur les particularismes des autres peuples, sur leur mode de vie, où nous découvrons, toujours en filigrane, cette nécessité première qu'il prescrit pour le candidat à la diplomatie, d'une grande délicatesse, d'une intelligence pétillante, de cet humour léger qui entretient la bonne humeur, de cette subtilité qui ne se laisse même pas deviner, de cette profondeur sereine de l'écoute, de cette politesse dans la parole et les manières, de cette élégance naturelle dans la tenue, et plus important que tout, et avant tout, de la prudence dans son acception ancienne. Cette disposition à rester éveillé au bruit du monde, attentif au moindre geste, à la moindre insinuation, à mesurer la portée de la moindre de ses paroles au trébuchet de l'atmosphère. Mais pour en venir enfin à ce que je voulais vous dire après cette trop longue digression, pour tenter un peu de tous nous mettre dans le bain, pour que nous puissions tous ensemble évaluer avec un certain recul l'effroyable situation de la diplomatie algérienne, je voulais donc prendre à travers champ, avant de nous enfoncer dans ce cloaque qui est devenu notre malheureuse diplomatie. J'aimerais d'abord, si vous le permettez, revenir un peu
à ces années où la diplomatie algérienne était réellement flamboyante. D'abord pendant la Révolution, au premier balbutiement d'un pays enchaîné, quand y officier dans cette diplomatie naissante, les crimes Belkacem, Mohamed El Yazid, Abdelkader Chenderli, Cherif Bilal et tant de brillants militants pour la libération de leur patrie bien-aimée, et qui se sont tous montrés à la hauteur du destin qu'ils avaient croisé. Puis, aux premières années de l'indépendance, avant que la médiocratie envahissante n'infecte tout le pays. Je me rappelle de cette diplomatie des années 60 et 70, quand Abdelaziz Bouteflika en était le ministre. Je n'ai aucun atome crochu avec le personnage, Rabbi Yarhamou, ni avec le régime dont il faisait partie et qui a mené le pays où il est aujourd'hui. Mais comment ne pas reconnaître l'élégance et la haute tenue de la diplomatie algérienne en ces temps? Comment ne pas reconnaître? À l'intérieur du pays, l'Algérie restait l'otage d'un seul homme, dont le pouvoir reposait sur l'armée, la propagande, le flicage, la dictature. Mais sur un plan international, l'Algérie, réussi à s'imposer de façon magistrale, malgré ses moindres capacités de l'époque, ses toutes petites capacités comparées à aujourd'hui. Elle avait son mot à dire à un niveau mondial. Sur le plan régional, et sans qu'elle n'ait besoin de montrer ses mécaniques militaires, elle pesait très lourd. En Afrique, elle faisait partie des premiers leaders du continent. Sur le plan international, elle était parvenue à se maintenir au niveau de sa révolution emblématique. Sa diplomatie était la clé de voûte de sa politique internationale. Le jeune Abdelaziz Bouteflika, malgré son mode de vie quelque peu dissolu, était un modèle d'efficacité, d'élégance et surtout de prudence. Comme ils disent. Les diplomates algériens les plus visibles étaient des intellectuels de haute volée, alors que nombreux parmi eux étaient des autodidactes. En ces temps-là, la décision et le discours politique étaient au diapason de la nécessité diplomatique. Malgré leur puissance et le pouvoir réel qu'ils exerçaient, les chefs de l'État de l'époque ne rappelaient pas leurs ambassadeurs pour un oui ou pour un non. Ils ne rompaient pas les relations diplomatiques pour n'importe quoi. Ils ne décidaient pas de sanctions économiques de grande ampleur pour une niaise déconvenue, j'allais dire amoureuse. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne est remontée à l'âge de pierre, au sens vrai du mot, si vous vous rappelez un certain discours présidentiel. Khayr. L'édito de Djemeldine Benchenouf.